Eh bien, bonjour à tous et toutes. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast, donc sur le thème des droits des enfants. Alors aujourd'hui, on se retrouve à l'AMJ. On est le samedi 13 décembre, donc aujourd'hui, nous fêtons à la Maison de Jeunes Casse Départ en avant la fête des droits des enfants et des jeunes. Donc sur toute la journée, ici, il y a tout un tas d'activités pour les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve ici même pour tourner nos propres émissions ici avec notre propre matériel. Donc, on est super content, on est super fiers de pouvoir proposer ça, évidemment dans le cadre d'en avant, mais aussi dans le futur avec les jeunes sur d'autres thèmes pour d'autres émissions. Alors aujourd'hui, je suis accompagné. Donc, je vais vous laisser vous présenter, je vous en prie. Ouais, tu peux y aller. Honneur aux dames. Bien sûr, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Mais je me présente, je m'appelle Elisa Sanchez-Oliva et je suis animatrice bénévole au sein d'un programme qu'on appelle le programme jeunesse chez Amnesty International Belgique, en fait, francophone, quoi. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je fais des animations dans les écoles, à la demande des écoles, dans les mouvements de jeunesse, les maisons de jeunes, et on va sensibiliser les jeunes, leur donner l'information sur les droits humains. Et ici, on parle des droits des enfants, mais bon, ça c'est repris dans toute la liste des droits humains. Et voilà, ça c'est en gros notre boulot, hein. Je ne suis pas seule animatrice, on a, je dirais, peut-être une quarantaine ou cinquantaine d'animateurs qui sont répartis sur toute la Belgique francophone. Moi, je me partage un peu le Hainaut avec d'autres animateurs. Et voilà, ça c'est un peu le gros de notre travail. Sensibiliser les jeunes, les informer à ce que sont les droits humains, parce qu'on verra tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'un jeune on lui avait demandé la définition d'un droit humain, et c'est vrai que c'est pas évident à définir un droit humain. Donc on leur apprend aussi la définition, qu'est-ce que c'est qu'un droit humain exactement, et qu'est-ce que ça implique, et pour eux, qu'est-ce que ça leur apporte. C'est un peu petit tease pour du coup, une question Voilà. qui viendra après, on en parlera, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ben, super, merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est à la fois évidemment très important, pas facile, Non, pas parfois un peu invisibilisé, et c'est dommage parce qu'on devrait plus en parler. très, Et donc, tout à fait. ben voilà, c'est pour ça que ces émissions aujourd'hui, alors il y en aura 2 qui seront disponibles sur notre chaîne YouTube et qui du coup seront un peu des réponses ou en tout cas des émissions où on va pouvoir rebondir sur les 4 podcasts tournés précédemment où nous avons été accueillis à la Maison de Jeunes L'Éveil à Ransart et qui du coup pourront, grâce à vous, les invités qui vont intervenir dans ces émissions, pour amener certaines précisions, on pourra aussi rebondir sur certaines réponses peut-être parfois alarmantes ou peut-être un peu spéciales de certains jeunes. Oui. Et du coup, voilà, ce sera super intéressant. Oui. Alors évidemment, Jules, je te laisse te présenter évidemment Ouais. aussi. Donc, ouais, tu l'as pas véritablement précisé, mais donc aujourd'hui, l'épisode qu'on tourne maintenant, il va plus se tourner vers la situation mondiale des droits de l'enfant et aussi, on fera en parallèle qu'est-ce qui se passe chez nous, ici en Belgique. Et donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Jules, je suis éducateur à la Maison des Jeunes Casse Départ à Fourchy-la-Marche depuis quelques années. Et donc, au quotidien, même si nous, on n'est pas vraiment dans la sensibilisation, je vais dire théorique, mais en tout cas, on essaye de montrer aux jeunes qu'ici, ils sont dans un endroit où on essaye d'appliquer la plupart de leurs droits. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ils le ressentent. Mais voilà, ici, on essaye de donner un autre, une autre réalité que, par exemple, le cadre scolaire. Et donc, voilà, c'est comme ça, je pense que nous, on travaille au quotidien sur les droits de l'enfant. Oui, mais c'est très important parce que justement, ici, vous leur offrez un espace de liberté, d'expression, de se sentir soutenu, écouté, entendu. Ils n'ont peut-être pas ces possibilités-là à la maison ou à l'école. Et donc, ils peuvent parler entre eux. Et c'est justement ça, hein, pouvoir s'exprimer, ça fait partie des droits. Hein. Et justement, aussi le fait, c'est un droit essentiel de pouvoir s'amuser, d'avoir accès à cette liberté, de pouvoir... C'est clairement dans nos missions. c'est sûr. On a la c'est sûr. Lydia Voilà, qui la trône cité. dans la grande salle de Voilà, l'AMJ parce qu'évidemment... Ah oui, c'est un droit primordial, ça, en fait. Hein. L'amusement, ça fait partie, justement, des droits humains. Hein, pouvoir s'amuser, le jeu, enfin, voilà. Ouais. Oui. Ça paraît évident et pourtant, oui. on n'y pense pas forcément tout de suite. Quoi. Non, je sais qu'on va en parler après, mais bref. Tout à fait. Voilà, du coup, je voulais vous demander un peu aussi pour les gens, pour un peu apprendre à connaître ce milieu, en quoi consiste votre travail au quotidien en termes de défense des droits de l'enfant? Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce qu'il peut se traduire un peu au quotidien? Voilà. Donc, en fait, au sein d'Amnesty International Belgique francophone, on est vraiment super bien structuré. Les gens font un boulot magnifique, extraordinaire, au bureau central à Bruxelles. On a
des employés qui sont des salariés, une trentaine, je pense, et ils ont chacun des spécificités, des compétences spéciales. On a des juristes, on a des spécialistes en communication, voilà. Et après, on a tous les bénévoles qui sont des animateurs qui vont dans les écoles. Comment ça se passe? Les écoles nous contactent, et comme j'ai dit tout à l'heure, des mouvements de jeunesse, ici, voilà, des initiatives citoyennes, le conseil communal des enfants. Voilà, on nous demande, ils nous contactent au bureau de Bruxelles, et eux gèrent tout ça via des tableaux super sophistiqués, super bien faits. Et nous répondons en tant qu'animateur bénévole. Je dis, tiens, moi, ça m'intéresse parce que c'est dans ma région, parce que ce type d'école m'intéresse. Et là, on répond favorablement. Et voilà, on s'inscrit pour donner une animation. Comme ici, moi, j'ai répondu favorablement Ouais, bien sûr. À votre demande. Et comment ça se passe? C'est très, très agréable comme sensibilisation. En fait, ce sont des animations de découverte et de sensibilisation aux droits humains. Ça, c'est vraiment... Et donc, forcément, a fortiori, les droits des enfants. Et ça se passe comment? C'est très ludique, oui, en quelque sorte ludique, mais c'est plutôt un genre d'échange, de débat qui se fait sur base d'un photolangage. Ce photolangage, nous avons chez Amnesty un super matériel de visuels magnifiques qu'on distribue dans les écoles, mais en parlant de ce photolangage en particulier, ce sont des situations liées à des problématiques, à des thématiques des droits humains, les grandes thématiques, la liberté d'expression, les conditions de vie, égalité, justice, et sur base de situations, de photos, de situations réelles, concrètes, qui sont survenues, plus ou moins récentes, on demande aux élèves de, tiens, qu'est-ce que vous ressentez en voyant ces photos-là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez des situations pareilles? Et sur base de ça, on va les amener tout doucement à discuter des droits humains. Parce qu'à côté de ça, on va leur distribuer les droits qui se retrouvent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, on va leur dire, tiens, d'après vous, quel droit doit-on utiliser pour empêcher ces situations de droits bafoués, de droits non respectés, d'arriver, de survenir? Donc, c'est à eux, ils sont acteurs dans le choix des droits qu'ils doivent choisir et ils percutent mieux. Comme ça, comme on parlait tout à l'heure de définition des droits, c'est très difficile de définir un droit, mais là, c'est du concret. Ils l'ont là sous les yeux. On a par exemple, je vous cite un exemple, on a sur l'égalité, on a cette fameuse photo de Black Lives Matter avec George Floyd qui a été assassiné par un policier. Et là, on parle justement de l'égalité, de la discrimination aux États-Unis, des Afro-Américains. Et puis, il y a d'autres situations, l'égalité, les filles en Afghanistan qui n'ont pas accès à l'école. Enfin, voilà, ce sont des images, des photos très percutantes, quoi. Et ça initie vraiment le débat et la discussion. Oui. Ça rend peut-être ça rend peut-être la chose moins abstraite. Et du coup, comme vous l'avez dit, le contexte est pas des preuves, mais quelque chose de concret. De concret. Mais ça les plonge dedans et du coup, ils réfléchissent vraiment là-dedans. Je rebondis sur ce qu'un des jeunes avait dit pour la définition des droits. Vous leur avez demandé comment ils définiraient un droit. Et c'est la première chose qu'on leur demande en animation. Tiens, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un droit humain? A fortiori, les droits des enfants. Qu'est-ce que c'est pour vous un droit humain? Et alors, c'est très difficile pour eux de donner une définition. Nous-mêmes, nous, c'est pas évident. Qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça tient? De quoi ça traite? Et alors, il y a un de vos jeunes qui a dit, écoutez, c'est surtout l'autorisation de faire quelque chose. L'autorisation, le droit de faire quelque chose. Mais il a dit quelque chose de très important. Il dit l'autorisation de faire quelque chose sans aucune condition. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il a vraiment perçu l'essentiel d'un droit humain. C'est quelque chose qui est lié à la valeur de l'être humain, à la dignité humaine, qui fait que, dès qu'il arrive au monde, un être humain, il a des droits. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Ça lui appartient. Et donc, cette autorisation de faire sans aucune condition, ça, c'est vraiment une définition à lui, il a trouvé ça tout seul, je trouvais que c'était magnifique. Voilà, c'est un peu ça la définition du droit humain. Et c'est ce qu'on explique aux enfants. On commence déjà en primaire, de la 5e à la 6e primaire. Et pour les petits, c'est un peu compliqué. Alors, on leur dit, tiens, mais donne-moi des exemples alors de droits humains. Pour eux, c'est plus parlant. Tiens, le droit à l'alimentation, le droit à aller à l'école. Voilà, pour eux, la définition, c'est un peu compliqué. Mais les exemples de droits, ils peuvent nous les donner. Et sur base de ça, on développe et voilà,
Ouais, et pour en revenir à ce que tu disais avec la définition qui avait été donnée par un jeune, Oui, moi je trouvais aussi que, comme tu dis, tu as bien insisté sur sans aucune condition, oui, parce que je trouve que la frontière est fine en fait, parce que lorsqu'ils utilisent le vocabulaire pour définir le droit, au final, moi je trouve qu'ils utilisent un vocabulaire du devoir, tout à fait. l'autorisation Oui. de faire quelque Oui, chose, oui, et oui, donc oui, c'est oui. si on n'utilise que ça pour définir, ben alors on se dit que c'est à nous de faire quelque chose pour avoir droit à ça, alors que c'est complètement l'inverse. C'est complètement Et je pense que c'est là vraiment la différence et ce qui est important de tout à toucher fait. Tout à pour fait. les jeunes. Et alors j'avais une question Oui. aussi concernant le travail d'Amnesty. Voilà, tu as expliqué un peu plus ton travail, le travail aussi des gens qui sont salariés. Et moi, en tout cas, comment je me définis à Amnesty, c'est aussi toute une sensibilisation, ok, mais il y a aussi du travail de fond qui est fait, donc des Tout à fait. enquêtes qui sont menées, Oh, tout à fait. et, Oui, 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 on, oui. on chiffre beaucoup de choses Oui. de manière, Oui, de oui, manière très très professionnelle. Et donc ma question c'était, est-ce que en Belgique francophone, il y a aussi des gens qui font ça, ou est-ce que tout ce qui est, tout ce qui est Recherche de recherche se fait plus haut? situation. Voilà. Là, je ne pourrais pas répondre avec Mhm. précision ce qui se passe au bureau à Bruxelles, mais je sais qu'on a des spécialistes qui s'occupent. Voilà, il y a du militantisme, de l'activisme. Maintenant, est-ce qu'ils font à Bruxelles des recherches sur des situations Ouais. où les droits ne sont pas respectés dans le monde? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Amnesty International, donc c'est un énorme groupe, un mouvement de défense des droits humains. Je pense qu'on est un des plus grands mouvements de défense des droits humains à travers le monde. On est 10 millions. 10 millions de personnes, de sympathisants, de gens qui participent justement à cette défense. On est présent dans plus de 150 pays à travers le monde. On a 50 bureaux nationaux. C'est énorme. Et à côté de ça, on a aussi tous les groupes locaux, comme par exemple ici en Belgique francophone. Je pense qu'on a, je sais pas, 80 groupes locaux en Belgique francophone. Et puis au-dessus, dans la partie néerlandophone aussi. Donc, on est vraiment un mouvement de défense des droits humains. On lutte de manière pacifique chaque fois, parce que quand on dit lutte, ça peut penser, mais non, c'est une lutte pacifique, et on défend justement les situations de droits qui ne sont pas respectés partout dans le monde. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'on défend finalement les gens qui sont derrière ces droits-là qui ne sont pas respectés, et que nous appelons des individus en danger. Et ça, on peut, grâce au travail que l'on fait. Comment on le fait? On le fait via des campagnes de sensibilisation. Comme je fais ici, par exemple, voilà, les animations, c'est une campagne de sensibilisation, d'information, mais on fait des recherches, comme tu disais, et des recherches très pointues. On est reconnu d'ailleurs par l'ONU comme étant rapporteur spécial justement pour ces droits humains qui ne sont pas respectés. Donc on fait la pression, on exerce de la pression sur les gouvernements, sur les groupes économiques, voilà. On titille quand même tous les gouvernants, les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. On est là derrière eux. On mène des enquêtes très précises, très rigoureuses, parce qu'on a des experts sur place dans les pays. Et on fait ça en toute indépendance et de manière très rigoureuse avec des spécialistes, juristes ou avocats, mais qui se basent sur le droit international. Ce n'est pas que c'est Amnesty International qui décide de... Non, on se base essentiellement sur le droit international. Et donc, on fait des recherches, on travaille aussi avec les lanceurs d'alerte. Donc, ce sont des enquêtes très poussées, très, très, très pointues. On ne suce pas ça de nos doigts, c'est vraiment... Et voilà, c'est comme ça qu'on fait et qu'on met la pression sur et ça nous permet d'arrêter de mettre en prison des assassins, des pays totalitaires ou des dictateurs qui ne respectent pas les droits humains. On a de bons résultats, ça c'est clair, avec autant de personnes, 10 millions à travers le monde. On a beaucoup de succès. Et tantôt, je vous parlerai justement de nos actions, comment on fait dans sûr. les écoles pour justement... ces campagnes qu'on mène, des actions d'écriture, de pétition, voilà. Le militantisme, en fait, à l'échelle des écoles, quoi. Oui, bien sûr. C'est un militantisme léger, mais c'est quand même du militantisme. Vous parliez ici du fait de récolter des statistiques et d'avoir des recherches assez précises, qui évidemment est important. Oui. Et du coup, dans l'épisode, justement, on a posé la question aux jeunes à propos de certains problèmes dans certaines régions du monde. Oui. Et évidemment, à propos de thématiques comme les enfants soldats, le travail Oui. infantile, le manque d'accès à l'éducation, la malnutrition et tout ça. Tout à fait. Ils ont réussi à avoir des pistes qui étaient vraiment super intéressants. Oui, Ils tout à fait, se sont aussi exprimés sur les régions. Mais
ils étaient à la fois étonnés par certaines stats, certains chiffres en mode « Ah, je m'attendais à plus ». Et finalement, ils revenaient après sur leur avis et ils disaient « Ah ouais, mais c'est quand même trop ». Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que... Ça, ils ont été plusieurs à le dire. En fait, c'est vrai que les chiffres, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Ça reste toujours un peu abstrait. Et pour les jeunes, quand on leur donne des chiffres comme ça, ils disent « Ah oui, 28%, 30%, oui ». Mais ils ne s'imaginent pas vraiment de ce que ça représente. Et après, si on leur explique, évidemment, de manière plus approfondie, si on leur parle en millions d'enfants malnutris qui n'ont pas l'accès à l'éducation, et voilà, ça leur parle plus. Et quand on leur donne des exemples, au travers des exemples, par exemple, nous, dans nos animations, on dit, écoutez, imaginons, si c'est, vous avez dans une classe, vous avez 20 élèves, il y en a 5 qui ne mangent pas. L'échelle est plus facile, pour eux de se représenter. Mais c'est vrai qu'on a énormément de chiffres et de statistiques, mais c'est utile pour savoir aussi sur quoi on doit travailler et ce qu'on doit améliorer. Hein, voilà. Oui, non, les chiffres ici, on en a des tonnes. Moi, je ne veux pas les assommer tout le monde avec des... Mais bon, on prend par exemple sur l'éducation, les chiffres, vous aviez parlé de 2,3 milliards d'enfants, population mondiale, 28% sur la population mondiale. Et ici, au niveau de l'éducation, par exemple, on dit 250 millions d'enfants et adolescents non scolarisés dans le monde, ça fait 11%. C'est énorme, hein, voilà. Ouais. Et ça a représenté ici, dans les dernières années, 6 millions de plus. Pourquoi ? Et c'est ça qui est important, et c'est à ça que servent les statistiques et les enquêtes. Cette augmentation est quand même assez importante. C'est dû notamment au conflit en Afghanistan. Et alors, justement, à l'arrivée des talibans et la privation d'éducation pour les filles, oui, bien sûr. Ouais, bien Donc, sûr. Ouais. Et ça, c'est parlant, quoi. Quand on parle, on donne des choses, des chiffres pareils, c'est parlant. Et alors, évidemment, on a les causes, toutes les causes et les obstacles, c'est la pauvreté, les conflits, les guerres, les handicaps, l'inégalité filles, je viens d'en parler, bien sûr, les zones rurales. Et à ce propos, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, on a passé il n'y a pas tellement longtemps un très beau reportage de Pascal Plisson sur le chemin de l'école. C'était magnifique. Et on voyait 4 groupes de jeunes, très jeunes, je pense qu'ils avaient de 9 à 12 ans, et dans différents pays. Et on montrait le défi pour eux d'aller à l'école. Ils mettaient parfois 5 heures aller-retour pour aller à l'école. Et pour dire, et c'est ça, on présente ça dans les écoles, dans les classes, en disant, voyez, vous râlez parfois le lundi à venir au cours, on en a marre. Très vrai. Mais regardez, ces enfants-là, ils pleurent pour aller à l'école. Ils parcourent des kilomètres et des kilomètres, affrontant des dangers. C'est sûr. Et donc, voilà, les chiffres, c'est important, mais il faut donner des exemples concrets à côté. C'est vrai, dans l'épisode, justement, on en avait parlé justement de cet exemple très précis où parfois, en fait, l'envie de l'enfant ou du jeune, elle est là, d'aller à l'école. Oui. Il n'y a pas forcément de restrictions familiales ou autres, mais en fait, c'est juste que s'il n'y a pas d'école ou si elle est à X kilomètres, exactement. C'est ça qui bloque, en fait. Voilà, c'est ça qui bloque. Hein. Voilà. Ça peut vraiment être tout un tas de raisons auxquelles parfois on n'y pense pas ou ça peut paraître fou d'y penser. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, quand il faut faire 5 heures pour y aller, c'est pas évident l'accès à l'éducation dans ce cas-là. Non, dans ce cas-là, c'est compliqué. Alors, il faut vraiment le vouloir. Non, et pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié à la jeunesse. Je sais pas si ça fait des générations et des générations, mais en tout cas, moi je le ressens beaucoup, que comme tu dis, ils ont vraiment beaucoup besoin de concret en fait. Je pense que de la théorie, il y en a partout. Ils en prennent. On est surinformé maintenant par rapport à l'époque. Donc, de la théorie, ils en ont partout et ils ont vraiment besoin de concret. Et on en parlait quand on a tourné l'épisode sur la santé mentale. Et en fait, on parlait de la sensibilisation avec les jeunes concernant le harcèlement notamment. C'était un thème qui revenait. Et eux, ils se voyaient un peu pas contre la sensibilisation, mais ils trouvaient qu'elle était peut-être des fois. Elle n'avait pas le poids qu'elle espérait avoir. Et donc, eux, ils trouvaient, par exemple, qu'il fallait choquer le jeune, toucher l'émotion. Et c'est ce que tu parlais tout à l'heure. Et moi, je pense que c'est vraiment important. Et que c'est une génération qui a besoin de concret. Et donc, d'aller voir des choses. Enfin, je sais, par exemple, aussi... ça peut paraître être un peu cliché, mais y a pas mal de jeunes dans les écoles où il y a des excursions qui sont programmées pour aller à Auschwitz ou des choses comme ça. Au-delà du devoir de mémoire, c'est aussi de la sensibilisation qui ramène aux droits humains, même si c'est peut-être dans un second temps. Mais je pense que voir des choses, ressentir des choses, c'est vraiment beaucoup plus important que
que des chiffres, même si ces chiffres sont vraiment alarmants. Moi, je trouve que voilà, en tant que jeune adulte, moi, quand je vois un enfant sur 5, directement, j'imagine l'accueil et je me dis, ok, ici, j'en prends 4 et eux, soit ils vont aller bosser ou ils vont être enfants soldats ou machin. Et c'est sûr que là, on se dit, waouh, mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué à rendre concret pour les jeunes parce que c'est pas quelque chose qui est dans leur quotidien, ça n'existe pas en Belgique, ou alors, enfin, c'est des mouvements qui sont très très petits en Belgique, des enfants qui travaillent doivent peut-être en avoir, mais beaucoup moins que dans d'autres pays, et donc c'est assez compliqué pour eux de savoir se mettre à la place de ces situations-là, et donc c'est clair que le concret, il faut venir c'est avec le des meilleur, situations et des expériences concrètes. Par exemple, moi je suis bénévole aussi au Resto du Cœur de Charleroi. Et alors, quand on leur pose la question, vous pensez que les enfants ici en Belgique, ils mangent tous à leur faim ? Oui, quand même, ils ne voient pas trop. Mais madame, on peut s'acheter un sandwich avec 2,50 €. Hein. Je dis, oui, mais est-ce que tout le monde a ces deux... Voilà, pour eux, ce n'est pas concret. Je dis, mais tu sais, moi, je vais au Resto du Cœur, on a des familles avec des enfants, ils viennent manger tous les jours parce qu'ils n'ont même pas ces 2,50 € pour manger. Donc, il faut chaque fois venir avec des exemples très concrets pour les mettre dans le bain. Et pour ça, les visuels d'Amnesty International sont magnifiques parce que c'est vraiment souvent, parfois, des visuels très chocs. Hein. Quand ils voient les images, ils disent « Ouh là, oui, ça parle vraiment. » quoi. Il faut, comme tu dis, toucher le cœur et l'émotion. Et voilà, à cet âge-là, c'est comme ça. Quoi. Ouais, tu donnais l'exemple de la malnutrition en Belgique, notamment. C'est vrai qu'il y a le travail qui est mené par Viva for Life depuis des années, qui est, je pense, vraiment dans ce prisme-là voilà, d'avoir des gens qui viennent en plateau, qui interviewent. Il y a des histoires avec beaucoup d'émotions. Quand on voit après les réactions des présentateurs qui sont entre guillemets des stars aux yeux des autres et qui voient qu'ils sont touchés, voilà, ça permet vraiment de se dire ah ouais, ok, ça se passe ici dans notre pays. Et je vois que du coup on avait une question par rapport à ça. Et moi, c'est une question que je me suis posée et je pense que les jeunes ne se la posent peut-être pas directement, mais c'est quand même assez compliqué à comprendre. Aujourd'hui, le chiffre, c'est 1 enfant sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté en Belgique francophone. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment un pays aussi développé, aussi riche que la Belgique est dans cette situation. Et donc voilà, je voulais savoir si potentiellement tu avais une hypothèse concernant une hypothèse, cela. C'est difficile parce que voilà, nous on ne se spécialise pas nécessairement sur les droits de l'enfant en Belgique, malgré qu'on fait des choses pour les droits de l'enfant en Belgique, mais c'est vrai que le problème de la pauvreté, même en Belgique, est quand même assez important. Et là, forcément, on doit se dire, il y a un constat, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et donc, à mon avis, ce sont les politiques, justement, d'aide sociale, d'aide à la santé, qui ne sont pas adéquates et qui ne sont pas suffisantes. Et c'est là qu'il faut agir. Mais là on rentre évidemment dans le politique, voilà. Mais c'est vrai que... Et ça pose question parce que comme tu dis, on est censé être un pays développé, à l'aise, voilà, et le niveau de vie plus ou moins correct, on va dire, même s'il y a quand même des petites difficultés, mais c'est interpellant. Mais effectivement, c'est les politiques. Oui, parce qu'à contrario, moi je trouve qu'on a une image, enfin en tout cas que la Belgique, Bruxelles, sur le plan européen, une très bonne image parce que voilà. Les grandes instances européennes se retrouvent à Bruxelles et c'est à Bruxelles en plus que la situation est encore plus grave les chiffres sont encore plus alarmants et on se demande un peu comment il est possible donc d'avoir autant de jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. A contrario, ils ont signé cette convention internationale des droits de l'enfant. Il y a des pays qui sont ciblés par des attaques en justice concernant ce non-respect parce qu'ils sont dans des situations, on va dire, entre guillemets, plus graves qui sont comme par exemple... on en a parlé, les situations de guerre, tout ça. Mais ici, on est quand même face à un pays qui, techniquement, en toute impunité, ne respecte pas cette convention. Alors, je pense que c'était aussi une interrogation de nos jeunes qui étaient très heureux que la majorité des pays aient signé cette charte. Mais on se rend compte dans la réalité qu'il n'y a aucun pays qui peut se dire respectant à 100% cette charte. Après, voilà, je pense que c'est le parfait, c'est pas possible, mais comment on arrive à arriver, ou en tout cas à tendre vers quelque chose de presque parfait, et si on n'est pas dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on prend comme décision par rapport à un pays qui ne respecte pas cette charte? Un des jeunes spécifiquement, je crois, je me rappelle, avait dit que
certains pays suivaient un peu le mouvement et faisaient un peu bonne figure. Oui. Il l'a signé, évidemment, mais après, bon, si on la respecte ou pas, c'est pas très Oui, grave. voilà. Et ils sont au courant quand même de cette réalité pour certains à peine 15-16 ans, quoi. Oui, c'est vrai, c'est fou, hein, c'est vrai, et c'est la réalité en fait, hein. Bon, voilà. Voilà, on ne vit pas dans un monde parfait, mais ce qu'il faut savoir, c'est nous, on préfère toujours voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, parce que avec les droits humains, on a fait avancer énormément les droits des personnes, les droits des enfants. Depuis qu'on a signé, qu'on a créé la Déclaration universelle des droits humains, hein, en 1948, on a fait énormément de progrès, hein. Bon, maintenant, il reste beaucoup de choses à faire encore, mais on avance, et il y a comme tu dis, les gouvernements qui ne respectent pas leur convention, puisqu'ils l'ont signée, ils sont houspillés, on va dire, hein, à l'ONU lors des séances. On leur dit, voilà, vous ne faites pas votre boulot, ce que vous avez dit, vos promesses, hein, vous ne les tenez pas. Donc, on est derrière, on les suit, hein. Et donc, quelque part, le fait d'avoir une pression internationale sur vous, tout de suite, on change, il s'améliore, hein. Ouais, ça, bien c'est sûr. clair que si on compare la situation de 1948 à maintenant, il y a d'énormes progrès. bien sûr. Oui, bien Il y a sûr, bien plein sûr. de choses à faire. Et c'est vrai qu'en général, c'est un peu humain de voir un peu le côté négatif, hein, mais le positif est énorme, hein. Même Bien s'il sûr, bien reste sûr, encore oui. des millions d'enfants qui n'ont pas droit à l'éducation, des millions d'enfants qui travaillent, voilà, qui sont exploités. Oui, je crois vraiment que beaucoup de choses ont changé maintenant. Oui, énormément. L'évolution a voilà, bien ça. Énormément. Et c'est vrai qu'on parlait avec les jeunes aussi. Ils ne savaient pas qu'au tout début de la convention, en fait, il y avait 4, 5, 6 articles quand elle a été Oui. créée. Et puis, évidemment, au fur et à mesure des années, elle s'est un peu étoffée. Et ce qui est du coup normal. Eux, ils pensaient qu'elle avait pop comme ça, direct, avec Oui, non, la c'est vrai. totalité des articles. Non, ça se crée et ça se construit au fur et à C'est vrai. mesure des années. Et c'est quoi. vrai que ça part évidemment de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, et grâce à ça, on a pu écrire d'autres textes Ouais, bien sûr. internationaux de respect des droits humains, le droit des femmes, le droit des peuples africains à s'autogérer, la CIDE, hein, ça c'est très important, et voilà, et c'était extrêmement nécessaire, hein. Donc, si, les choses avancent, hein, Ouais, ça bien c'est sûr, il clair faut. que oui, elles Et je avancent, pense que ça va aller de mieux en mieux. de mieux en mieux, J'espère mais- en tout cas. Oui. Moi, je pense, effectivement, il y a des millions de choses à faire encore. Mais quand on parlait justement des enfants, du travail des enfants, les enfants soldats, et ça, dans nos animations, on vient avec du matériel justement pour montrer ce qui se passe en réalité, surtout en Afrique subsaharienne, hein, beaucoup de problèmes liés au conflit, des gens le problème des réfugiés, parce qu'effectivement, les guerres, les conflits, etc. Et on vient avec justement des situations vraiment concrètes pour leur faire comprendre que voilà, il faut faire bouger les choses. Elles bougent, hein, parce qu'il y a des choses qui se créent, notamment comme un centre en République démocratique du Congo, un centre pour recevoir, accueillir les enfants soldats, les ex-enfants soldats, et essayer de les aider psychologiquement et leur apporter du soin, une famille, parce que la plupart des enfants soldats, une fois qu'ils quittent l'armée, ils ont assassiné leur famille ou des parents ou des amis. Donc pour eux, ils se retrouvent vraiment ostracisés. Et ces centres-là, ils ont été créés justement à l'aide des droits humains qu'on demande de respecter. Ouais, donc moi je trouve que c'est vraiment important. Tu disais, qu'il n'y a pas d'âge pour changer le monde, Non. mais je trouve que malheureusement, on n'est pas éduqué à ça. C'est-à-dire que on pousse pas les jeunes à donner leur avis. Je pense qu'en tant que jeune, t'es un peu sous-entendu. Par exemple, dans tes milieux de vie, tu vis avec tes parents, donc techniquement, tes parents sont plus haut que toi dans la hiérarchie. Tu dois écouter ce qu'ils disent. Après, ça dépend les éducations, ça dépend les parents. C'est pas une généralité, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de familles où ça se passe comme ça. À l'école, c'est un peu pareil. Tu es là pour respecter les règles qui sont là. Et je pense que c'est en rapport avec tout à l'heure ce qu'on disait, quand ils utilisent ce vocabulaire du devoir pour définir le droit, c'est pas anodin. Et donc, je pense qu'en somme, tu n'es que dans des endroits où tu dois respecter ce qui se passe, on ne te demande pas ton avis sur des fonctionnements ou des choses comme ça. Et c'est vrai que ici, nous, on est dans une autre démarche parce que c'est aussi nos horaires de travail qui le permettent, parce que je comprends que dans les écoles, c'est très compliqué à mettre en place. Mais je pense qu'être dans autant d'endroits de vie
où tu n'es pas écouté, ça pousse pas du tout à faire entendre ta voix, ça pousse pas à te dire que tes idées sont bonnes ou tes idées peuvent être complètement différentes de celles des adultes qui sont souvent celles choisies comme les bonnes par rapport à celles des jeunes. Et donc, je trouve que c'est vraiment important d'arriver à faire ce travail-là avec eux, qu'ils puissent se sentir légitimes, en fait, de donner leur avis et qu'ils savent ce dont ils ont besoin. Je pense que souvent, on a tendance à parler à la place des jeunes et de se dire, OK, on sait ce dont ils ont besoin, mais je pense qu'ils sont les premiers au courant de leurs envies, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais ça, justement, Amnesty International fait de très belles choses à ce niveau-là, parce qu'on donne la possibilité aux jeunes de créer, par exemple, des actions ponctuelles comme ça, avec nos outils. On a des outils, par exemple, on a une action qu'on appelle ça Padaja. On appelle Padaja, c'est pas d'accord, j'assume. C'est vraiment pour les jeunes. Et ils peuvent, dans une école ou bien dans un mouvement de jeunesse faire une petite action ponctuelle pour défendre les droits humains, les droits des enfants. Et voilà, il ne faut pas un gros investissement, un jour une récré, quelques pétitions, mais on les force à devenir acteurs quelque part du respect de leurs droits, finalement, de leurs droits fondamentaux. On a les groupes écoles, on en a parlé, des jeunes, c'est vrai. à Delattre, je pense que Ouais, c'est ça, Louis à Delattre. Louis Delattre. Et là, nous avons fait des animations, on est souvent demandé pour Louis Delattre, et ils ont effectivement un groupe école. Et là, ils mettent en place des choses un peu plus conséquentes, peut-être une fois par mois, ou bien. Et c'est eux qui décident, ils ont pleinement, il faut l'autorisation du directeur, de la direction de l'école, et un professeur tuteur pour un petit peu les cadrer, gérer. Mais sinon, ils contactent Amnesty International à Bruxelles et on leur donne tout le matériel, vraiment ce qu'ils veulent. Mais c'est eux-mêmes qui doivent faire la démarche. C'est eux qui sont vraiment acteurs. Ça, c'est clair que c'est important. C'est important pour eux de savoir qu'ils sont acteurs. Là, encore une fois, on prend beaucoup comme exemple l'école. Dans les épisodes précédents, dans chacun des thèmes quasiment, les jeunes venaient eux-mêmes avec le thème de l'école parce qu'ils avaient quelque chose à dire par rapport à ça. Et du coup, c'est vrai que Cyprien, par exemple, a parlé du fait que, ok, l'école, elle est gratuite, mais en fait, pas tant que ça. Et que parfois, pour certaines choses, ça peut bloquer. Alors, au niveau des voyages, au niveau des fournitures scolaires, au niveau d'un tas d'autres choses. Lui-même a donné des pistes, alors qu'ils se font déjà dans son école à lui, ou des autres idées qu'il avait. Mais du coup, c'est un peu contradictoire ici en Belgique d'avoir autant cette bataille pour les droits des enfants et des jeunes, et que du coup, parfois, même au sein de l'école, parfois, c'est un peu inégal. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être améliorer ça, surtout à notre époque, pour certains jeunes qui malheureusement sont parfois exclus ou malheureusement ne peuvent pas participer à tout un tas d'activités comme les autres en fait? Oui, ça ce serait l'idéal évidemment. Mais ça c'est laissé à la direction de l'école, c'est eux qui doivent justement trouver des solutions pour que ce soit plus égalitaire, puisque forcément, ça c'est très important, que l'accès à l'éducation et l'accès aux activités, aux détentes, aux loisirs, ce soit vraiment égalitaire. Et le jeune en question, il avait donné de bonnes idées. Par exemple, participer au transport scolaire parce que ça coûtait cher. La cantine, par exemple, parce que ça, ils ont vraiment pris conscience que l'alimentation, c'est important. Et c'est un des droits fondamentaux, droit à une alimentation saine et équilibrée. Donc, il a conscience de ça et il dit, les écoles devraient peut-être plus s'impliquer là-dedans, plus investir là. Je pense que normalement un délégué, quelqu'un du délégué général devait venir, peut-être, mais il n'est pas là. Mais lui aurait pu en parler en particulier parce que moi j'ai pris le dernier rapport qu'ils ont sorti. Et effectivement, eux doivent s'attacher à mettre des choses en place qui sont liées justement aux écoles et de manière à respecter les droits fondamentaux. Et cantine, transport. Il parlait aussi, ce jeune-là, et c'était vrai que c'était intéressant, du loisir, parce qu'ils n'ont pas, après, ils sortent de l'école, ils doivent prendre le bus, ils rentrent chez eux tard, ils soupent, ils font leurs devoirs. Et il dit, pourquoi pas instaurer les loisirs au sein de l'école, et que ce soit gratuit.
Mais oui, ce sont des C'est excellentes idées. Et je vois que justement, le délégué général aux droits de l'enfant vient de créer un conseil des enfants, des jeunes, un conseil des jeunes au sein qui même l'ont d'ailleurs aidé à Voilà. écrire ce Mais rapport. qui les ont aidés. Ils les ont Ouais, aidés. et c'est vrai que je l'ai lu aussi en partie, et Oui. que quand on parle aussi de l'école, du fait de pouvoir avoir accès aux loisirs et tout ça, lui, il donnait une hypothèse qui est des équipes beaucoup plus pluridisciplinaires au sein des écoles. Et c'est vrai que une piste, je pense que c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle. Après, voilà, ça demande de l'argent, tout ça, on le sait bien. C'est toujours mais, le nerf de la toujours guerre. ça, ouais. Mais voilà. on demande beaucoup aux professeurs, déjà en termes de résultats, c'est ça, parce que c'est c'est ça. aussi quelque chose sur lequel je voulais rebondir. Moi, je pense Mhm. que au-delà des écoles, c'est clair que les écoles les directions ont un rôle à jouer, mais ils sont aussi dans un système où le bien-être de l'élève ou les droits des enfants ne sont pas prioritaires dans ce qu'on demande à l'école. Voilà, après, ça c'est comme ça, on demande des résultats tant aux écoles qu'aux élèves, et donc ça laisse peu de place parce que les journées sont assez rapides, je pense que les professeurs, des fois, sont dans des conditions compliquées. Et donc, C'est vrai. ça passe au second plan, ce genre de choses. Et c'est vrai que je C'est pense... un peu dommage. Ouais, je pense C'est un peu que... dommage, il y a des choses, on peut mieux faire. Je pense on qu'on peut mieux faire. n'utilise pas tout le potentiel des Non, élèves. non, Ça, non. c'est vraiment Non. quelque chose que vrai. j'aimerais bien dire, c'est que nous, les jeunes font partie à part entière de la vie de chez nous. Après, encore une fois, je ne veux pas penser que les gens pensent que je critique l'école, pas du tout. C'est juste des systèmes différents, et ils sont tenus par ce système. Ils ne peuvent pas complètement s'en retirer. Mais chez nous, les jeunes, c'est eux qui font le ROI. S'il y a des choses avec lesquelles ils ne sont pas OK, on en débat. Et Oui, c'est magnifique, hein. c'est à eux de fixer les propres règles. Et quand ils fixent leurs règles, ils ont tendance à plus facilement les respecter. Ou en tout cas, quand ils vont à l'encontre et qu'on leur dit « Mais mec, c'est toi qui nous a demandé de mettre ça en place et tu ne le respectes pas Oui, voilà. », ça fait réfléchir à deux fois. Oui, Et ça donc, fait- c'est clair que intéressant. nous aussi, on est en réflexion. En fait, Oui. on a fait les 60 ans de la Maison de Jeunes il n'y a pas si longtemps, et on a fait des archives photos. Et quand on a retrouvé des photos d'il y a 60 ans et qu'on a vu que l'accueil était encore exactement la même pièce que maintenant, Oui, tu dis, oh, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je Non. pense que c'est pareil aussi pour les c'est écoles. vrai. Le monde évolue tellement, Oui. et on est resté avec la même Exactement. classe depuis la Voilà. nuit des temps, je vais dire. Et Voilà. peut-être je pense qu'il y a beaucoup de choses. En tout cas, le terreau, je pense qu'il est chez les élèves. Oui. C'est vraiment à Bien eux sûr. de donner leur avis là-dessus. Après, on sait que voilà, la vie d'un jeune, des fois, il est un peu brut et il faut apprendre à le polir, ou en tout cas lui apprendre à polir son avis. Mais moi, je pense vraiment que les écoles auraient à gagner à faire ça. Et je pense que des structures comme Amnesty, ou même nous, si on avait une place plus importante dans les écoles, apprendre, hein, ça peut être notamment parler du rôle de délégué. Oui, Pourquoi le pas, délégué nous, de classe, hein. on pourrait nous tenir des réunions de délégués, ramener des rapports entre guillemets Oui. aux directions, Oui. où il y a déjà un travail de discussion qui a été fait avec les élèves. Tout Et à nous, fait. on serait un peu un médiateur entre Oui, tout à fait. les envies et les besoins des élèves et les attentes des directions. Et donc, je pense vraiment que nous, comme institution, on a besoin des écoles, et les écoles ont aussi besoin de Ouais. nous. Et Oui, des fois, c'est on ne ça. pense pas à se faire appel à l'un et à l'autre. Et je pense que une synergie entre des ASBL comme les nôtres et les écoles, elle Tout à est, fait. elle est vitale, je pense. Ah oui, oui, oui. Je- Essentiel, hein. C'est très idéaliste, mais je pense Oui. que ça rendrait peut-être pour les jeunes l'école moins. Oh, la flemme. Oui, Tu vois, c'est d'avoir ça, ce côté c'est peut-être, ça. Oui, tout à fait. Peut-être plus humain. Bah, Oui. C'est peut-être un peu abusé ce que je dis, mais où vraiment, Oui. comme tu as parlé aussi, il pourrait s'exprimer, il serait écouté, comme en fait ici à la MJ. Voilà, exactement. Voilà. Parce que à l'école, c'est vrai que certains n'ont peut-être droit qu'au côté éducation et côté qu'ils n'aiment pas à l'école. Mhm. Mais si Ouais, on imbrique performance, d'autres choses dedans, ça Ouais. pourrait faire qu'améliorer à peut-être fait. toutes ces parties qui n'aiment pas, quoi. Oui, Ouais, tout à et je pense fait. aussi que souvent, en fait, il y a entre guillemets des discordes maintenant. Les élèves disent on n'est pas écouté à l'école. Je pense pas que c'est la vérité. Je pense qu'ils sont écoutés, mais qu'en fait, le souci, c'est que les élèves parlent un dialogue et les directions Ouais. parlent Par un un autre. autre, oui. Et je pense que C'est vrai. nous, on est capable de parler les deux Voilà, dialogues. c'est En fait, ça, on est tout des à fait. traducteurs de C'est vrai, des messages. traducteurs, oui, tout Et à donc, fait. vraiment, je pense que Oui. c'est ça. Je crois que les uns comme les autres pensent ne pas être écoutés, pensent ne pas avoir les mêmes envies, alors que je pense que forcément, ils ont des accointances, il y a des liens, il y a des envies qui sont les C'est mêmes, clair. et que tout le monde a envie que ça se passe mieux dans le système scolaire, mais des fois, malheureusement, ils ne parlent pas la même langue. Et donc, Mais plus écouter les enfants qui viennent voilà, Mhm. écouter et qu'ils soient eux-mêmes plus acteurs C'est ça.
dans ça, dans ces dispositifs. Souvent, quand on fait les animations, les élèves qui reviennent vers nous, ce sont souvent des délégués de classe. Ok. Donc, ils ont déjà cette notion Ils ont déjà de s'investir. une prédisposition. Oui, les droits, on doit se défendre. Voilà, non, c'est vrai ça. Oui. Il faut une collaboration. Voilà, Ouais. c'est ça. Et tu disais être acteur, et ici je vois qu'il y a aussi une question qu'on se posait, enfin qu'on avait posée aux jeunes, c'est qui doit défendre vos droits? Et quand on leur a posé cette question, Tout à fait. j'étais sûr qu'ils allaient, enfin je l'ai posé pour qu'ils répondent ça, Ouais. mais ils n'ont pas répondu qu'eux-mêmes sont des défenseurs de leurs droits. Ça, c'est Alors vrai. ça, comme tu dis, Oui. comment on peut expliquer Tout à ça, fait. qu'ils ne se définissent pas comme des défenseurs de leurs propres Et droits? Voilà. C'était une super question que Jules a posée Tout parce à fait. qu'ils ont vraiment donné toute la liste qu'on avait anticipée. Parents, éduques, toute la École. même Même les tuteurs hommes légaux, politiques. ils ont sorti des Voilà, trucs de tout. fou. Ouais. Ils ont tout dit, c'était génial, mais C'est pas ça. eux, pas une seule fois ils ont Oui. pensé à eux-mêmes. Mais c'est vrai, mais c'est quelque chose qu'on doit leur apprendre. Hein. Il faut, parce qu'ils ne le perçoivent pas comme ça automatiquement. Et c'est pour ça, nous avions fait cette fameuse campagne. Il n'y a pas d'âge pour changer le monde. Hein. Et on vient leur expliquer, et aux petits, on commence en 5e, 6e primaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on leur dit, mais tu sais que tu peux devenir un super-héros des droits humains? Oui, madame, oui, madame. Mais oui, tu sais, tu fais une petite action en te respectant dans la cour de récré, en respectant, en aidant ton copain de classe, en évitant de se harceler les uns les autres, en se respectant. Il y a plein de choses qu'on peut faire et pas nécessairement aller sauver le monde au fin fond de la planète. Pour les petits, sûr. c'est pas très parlant. Bien sûr, en secondaire, c'est clair que ils comprennent beaucoup, beaucoup mieux. Et aussi, ce qui est important, et on leur donne des exemples d'enfants qui défendent les droits humains, parce que comme ça, ça reste un petit peu vague. Comment je peux faire, moi, ouais. Mais non, on vient avec des exemples. On prend ici l'exemple de Malala, cette jeune pakistanaise qui était vraiment fervente défenseuse des droits humains et qui a failli être assassinée, défigurée. Elle a été défigurée. Et donc, il a reçu le prix Nobel de la paix. On lui dit, mais tu vois, elle avait 11 ans et elle militait déjà pour défendre ses droits, les droits à l'éducation des filles. On prend aussi Greta Thunberg. Ouais. Qui, Ça, elle, c'est est une peut-être grande- plus notre génération Ouais, à c'est nous. ça, ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Elle était jeune quand elle a démarré aussi. Elle avait 10-11 ans pour défendre les droits à l'environnement. Et quand on voit enfin moi je trouve que le traitement médiatique autour de Greta Thunberg, il est quand même assez hard. Oui. Ouais. Et donc c'est vrai que ça pourrait aussi refroidir ce genre de choses, mais on voit qu'ils sont, enfin en tout cas pour le cas de Greta Thunberg, je trouve qu'elle a jamais perdu ce truc-là et je Non, pense elle que elle a gardé la foi jusqu'au malgré bout. tout ce qui s'est passé Oui. avec son Oui. âge, elle a Oui. réussi à garder ce truc-là, et Exactement. donc c'est aussi chouette de pouvoir voir ça en tant Il y a aussi qu'enfant. beaucoup de greenwashing, comme on dit. Ouais, Ouais, bien bien sûr. sûr. Et c'est- De blamewashing, je ne sais plus trop le nom en anglais, mais bon, on essaye vraiment de casser justement ces jeunes et ces Ouais, initiatives. mais ça montre hein. aussi aux jeunes que ce sera Voilà. pas facile, que tu vas avoir des Voilà. échecs quand même Voilà. si tu essayes de faire de ce genre de choses. C'est pas pour autant que tout Non, va bien se mais passer. non. Et donc, Et que si on essaye de te mettre des bâtons dans les roues et qu'on essaye de t'empêcher de le faire, c'est que ce que tu fais est important. ouais. Et que et qu'on veut pas trop que. Et ici, on a justement dans les derniers individus qu'on défend, les pétitions, puisque je vous montrerai tout à l'heure sur base de quoi on fait justement, ces pétitions, ces lettres, ces campagnes d'écriture. Et on parle justement de jeunes filles, les guerrières de l'Amazonie, qui elles défendent aussi leur région pour avoir un environnement sain, parce que ils sont victimes de cancers, d'un nombre important de cancers, puisqu'ils vivent à côté de torchères à gaz. Et les grandes sociétés pétrolières, elles ne veulent pas intervenir, elles ne veulent pas les indemniser et ne veulent pas comprendre que c'est à cause de ça que les gens sont malades. Hein. Et ces jeunes filles, elles ont 10, 11 ans, et on les appelle les guerrières. Mais quand on dit ça aux enfants, des guerrières, mais nous aussi on peut devenir des guerriers, oui, voilà. Il faut des exemples concrets pour leur dire, voilà ce qu'ils font, ce sont des enfants, et voilà les progrès qu'ils engrangent, et ça c'est important. Pour eux, ça doit être du concret. Pour les enfants et les jeunes, ça doit être du concret. Trop de blabla, c'est indigeste. C'est indigeste. Ouais, Oui, même pour nous, parfois, c'est indigeste. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Oui, non, c'est ça. Amnesty fait ça de manière superbe. Hein. C'est vraiment... on a des campagnes extraordinaires. Surtout pour les enfants aussi. Hein. Oui. Alors que ce soit au niveau des droits des enfants et des jeunes en Belgique ou bien tout simplement dans le monde, Oui. qu'est-ce que vous aimeriez dans le futur comme amélioration pour les droits des enfants?
Peut-être un truc vraiment à pousser encore plus loin, Oui. à faire connaître encore plus. Oui. C'est pas évident comme question, et peut-être un peu idéaliste aussi ou rêveur, Oui, mais c'est ça. Ben voilà, c'est toujours voilà, il faut continuer sur le travail, persévérer, sensibiliser un maximum les politiques, les grandes entreprises. Vraiment, c'est un travail voilà, sans fin, quoi, hein. C'est vraiment comme il faut jamais arrêter. Il faut être vraiment se donner à fond et continuer, sensibiliser, éduquer à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ce soit au plus petit niveau, les enfants, les sensibiliser, les écoles, les organisations, les hommes politiques, vraiment, et ne pas lâcher le morceau, quoi. Voilà, être toujours derrière eux, pression. On ne peut faire que ça, parce que, voilà, on a vu que ça a apporté des améliorations, hein, ça c'est clair, hein, il y a d'énormes améliorations un peu partout dans le monde, mais il reste encore beaucoup à faire, et voilà, et comme j'avais dit tout à l'heure, c'est des gens qui sont en danger, hein, qui sont emprisonnés, qui risquent la peine de mort ou être battus. Voilà, mais on fait. Et ce qui est magnifique aussi avec Amnesty International, c'est qu'on a toute une série de bonnes nouvelles. Donc on fait des campagnes. Par an, on s'attache dans un programme d'écriture, écrire pour les droits, et on prend un échantillon de 10 personnes sur lesquelles on va vraiment se focaliser pour ne pas s'éparpiller. Et chaque pays fait d'autres choses. Nous, on choisit en Belgique, on a choisi une dizaine de personnes et on écrit dans les maisons communales, dans les écoles, écrire pour les droits. Hein. C'est une de nos campagnes les plus connues qui est à la base de la création d'Amnesty International. Quand on a créé Amnesty International en 1960, c'est par une action d'écriture qu'on a envoyée justement au dictateur au Portugal, qui a fait que, en fait, pour la petite histoire, c'est un avocat qui a créé Amnesty International. Et lui, qu'est-ce qu'il a constaté ? Un petit encart dans le journal où il avait vu que 3 étudiants portugais avaient été arrêtés et emprisonnés pour avoir porté un toast à la liberté. Il dit, c'est pas possible quand même, à notre époque, en les années 60, est-ce qu'on peut encore emprisonner des gens pour ça ? Et puis de fil en aiguille, il s'est dit, moi je vais écrire. Je vais écrire à l'ambassade du Portugal. Mais il a compris que sa petite lettre, ça ne ferait pas beaucoup d'effet. Donc il a appelé son réseau. À l'époque, on n'avait pas Facebook. Il a fait un réseau, voilà, qui eux devaient écrire aussi. Et puis le réseau des réseaux, les amis des réseaux, ils ont tous écrit. Finalement, l'ambassade du Portugal à Londres s'est retrouvée, parce que ça a démarré à Londres, c'était un avocat londonien. Et il s'est démarré, et Portugal, l'ambassade s'est retrouvée avec un tas de lettres, de courriers, en disant mais qu'est-ce qui se passe ici ? Et ça, il a vu que ça marchait. Et donc on a créé de fil en aiguille des bureaux à Paris, en Belgique, etc. Donc vous voyez, les campagnes d'écriture, ça porte leurs fruits. Et ce que je voulais dire, c'est que sur ces personnes-là, à force, pour les écoles francophones, par exemple, on a récolté l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais pas, ça tourne autour, des 250 000 pétitions, rien que pour les écoles francophones. Donc imaginez les pétitions à travers le monde, ça fait des millions et des millions de pétitions. Un gouvernement, il ne peut pas rester insensible. Non, ouais, c'est sûr. Les gouvernements qui ne respectent pas les droits humains, qui ne respectent pas les droits des enfants, ils ne peuvent pas rester insensibles à ça. Ils voient qu'il y a une pression, là. Et donc, voilà, non, ça marche. Et on engrange des résultats et on montre aux enfants les résultats. Voilà les bonnes nouvelles. Celui-ci a été libéré. Celle-là a été libérée. Voilà. Et on voit que ça marche. Et ça, c'est très important. L'exemple. Montrer la situation et les résultats engrangés par les exemples. Et on avait eu 2 jeunes de République démocratique du Congo, 2 jeunes qui avaient été emprisonnés, qui avaient été condamnés à je ne sais pas combien d'années, parce que moi je m'y perds avec tous les chiffres, les années de condamnation, les emprisonnements, mais je crois au moins une 20aine d'années ou quelque chose comme ça, parce qu'ils faisaient partie d'une association de citoyens, tout simplement, tout à fait pacifique. Et grâce à nous, à Amnesty International et à d'autres organisations aussi de défense des droits humains, mais beaucoup grâce aux écoles, on les a libérés. Et donc, ils sont venus, ces 2 jeunes, ils sont venus dans les écoles francophones témoigner, dire, regardez, grâce à vous, grâce à vos pétitions, regardez, on a été libérés. Et ça, les écoles, elles étaient enchantées de voir ça, les jeunes. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. C'est ça, par l'exemple, voilà, ça c'est important. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire, continuer à taper sur le cou. Vous l'avez dit tantôt, c'est un combat sans fin. Sans fin. Donc ce qu'on vous souhaite, ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est de l'énergie, de la motivation à revendre. Ça, nos équipes, elles en ont. Elles en ont. Super. Écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venu pour parler ici dans notre émission d'Amnesty et de défendre les droits de l'enfant.
On a loupé beaucoup de choses à mon avis, Ouais. mais bon, on a parlé de beaucoup de choses aussi. Sûrement, c'est vrai que on peut en parler pendant Oui, des c'est heures. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour la fin? Mais j'avais pris la petite conclusion ici du délégué général des droits de l'enfant parce que je trouvais que c'était parlant. Et comme vous dites, ben voilà, il faut, ce qu'on a dit, il ne faut jamais arrêter, il ne faut jamais cesser d'avancer, d'améliorer les choses. Et ici, et justement, en conclusion, en remerciement, il dit « Chaque décision prise aujourd'hui impactera l'avenir des générations entières. Ignorer la détresse des enfants revient à fragiliser notre société dans son ensemble. Réduire les aides et restreindre l'accueil, c'est semer les graines d'une crise plus profonde aux conséquences humaines et économiques incalculables. Plutôt que d'accroître les fractures, notre responsabilité collective est d'investir dans des politiques ambitieuses et solidaires où chaque enfant, indépendamment de son origine ou de sa situation, puisse pleinement grandir et s'émanciper. Ensemble, continuons à collaborer, à nous mobiliser, à interpeller, à innover, à nous indigner afin d'améliorer leur situation. Et ça, c'est Soleiman Lagdim, le délégué. Et c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est continuer et ne jamais perdre espoir, quoi, hein, qui est le symbole de notre bougie. Oui, ça, c'est très important. C'est un symbole qui est vraiment très, très fort et qui, justement... On la voit là, mais elle est trop petite à mon avis pour la voir à la caméra. Mais... Ah oui. Et ça, c'est un symbole très, très, très fort, très puissant, parce qu'il signifie le fil barbelé autour de la bougie, signifie justement l'enfermement, l'emprisonnement, l'oppression des gens dont les droits ne sont pas respectés. Et la flamme, la flamme, c'est la chaleur, la lumière, l'espoir qu'on leur apporte. C'est et très ça, symbolique, c'est très important, très symbolique. Parce qu'on fonctionne sur base de petites pétitions comme ça qui sont très faciles à utiliser, où là, on explique la situation d'un côté, ce qui se passe. Ici, ce sont les guerrières de l'Amazonie, en Équateur. Et donc, elles exigent la suppression des torchères de gaz en Amazonie équatorienne et la protection des guerrières, parce qu'elles se font aussi harceler par les gouvernements. On explique la situation. Alors, l'enfant, le jeune, signe, il met un nom, un pays, ça n'a aucune valeur juridique, même pas son adresse ni quoi que ce soit. C'est son nom, son pays. Et là, le petit message en soutien ici, il peut... les petits, par exemple, ils dessinent des fleurs, des cœurs. Et les plus grands, ils disent on est là avec vous, on vous défend, on vous soutient. Et ça part, par exemple, s'il y a des gens qui sont emprisonnés, restreints de liberté, ça part en prison, ça. Donc, ils reçoivent ce petit carton. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est l'espoir. Ça, c'est vraiment l'espoir qu'on leur donne de savoir qu'Amnesty est derrière et que là, qu'on les soutient et qu'on va les défendre. Vraiment, ça, c'est très important. Et c'est les milliers de pétitions qui partent en Belgique, francophone, mais milliers à travers le monde, millions à travers le monde. Et beaucoup de gens qui ont été emprisonnés et qui sont libérés reviennent avec ça, en nous disant « Mais ça nous a donné de l'espoir, de savoir que vous étiez là derrière nous. » Non, c'est important. Ça, c'est vraiment la façon dont on fonctionne. Ici, on a les enfants soldats. Je n'ai pas tout pris, mais voilà. Ouais. Voilà. Le soutien des ex-enfants soldats, voilà. Okay. Et là, c'est pareil, on fait un petit dessin, voilà. Les plus jeunes font des dessins. Et c'est donc envoyé aux personnes en question. question. Oui. Et les écoles, en fait, qu'est-ce qu'elles font quand on fait les animations, on leur donne les cartes. Ils signent s'ils veulent les compléter. Et après, ils les renvoient au bureau de Bruxelles. Et c'est nous qui centralisons le tout, comme ça, voilà. Super. Merci pour toutes ces précisions, ces infos. C'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à dire sur Amnesty. Parce que voilà, on a un super site spécialisé, un internet, un web sur les jeunes, Amnesty Jeunes, et puis pour les professeurs. Et c'est vraiment une source intarissable d'informations, même pour les professeurs, parce que c'est une plateforme ressource. Et même eux, pour traiter les sujets liés aux droits humains, ils peuvent aller chercher des informations, des fiches focus, sur toutes des thématiques. Non, c'est vraiment super bien fait. Ouais, on ne dira jamais assez. Renseignez-vous, sensibilisez, intéressez-vous, partagez. C'est bien un truc sur lequel on peut se pencher, c'est ça, quoi. Il y a aussi des donations qui sont possibles. Amnesty est ouvert aux donations. Donc, si vous pouvez vous le permettre et que les droits humains sont oui, parce qu'on est indépendant. Quelque chose qui vous touche, n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, à donner des dons à Amnesty. Oui, ça c'est bien. Voilà. C'est bien. Merci. Je fais un peu la promo. La promo d'Amnesty. Vous pouvez aussi faire des dons à la maison de jeunes Case Départ. Faut que j'arrange ça avec ma coordinatrice. Ok. Écoutez, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé tout ça avec nous sur ces émissions, sur ce thème des droits des enfants.
Voilà, merci à vous, merci à Amnesty. Oui, Et je vous félicite pour cette initiative, justement, d'avoir participé à la fête des enfants. Ah ben, là, merci parce à que vous, merci. c'était pas- Merci. Voilà, vous n'étiez pas obligé de le faire. Non, bien sûr, Et aucun donc, oblige. c'est important, quoi, ça Bien fait, sûr. ça participe. Hein. C'est sûr. Non, ça, c'est une Et, belle initiative, en tout cas. Voilà, La donc Maison des Jeunes. cet épisode est une continuité sur les épisodes précédents par rapport aux droits des enfants et à En Avant. Et ben voilà, merci à Jules, merci à notre invité. Merci et à toi. on se retrouve pour un prochain épisode aussi sur les droits des enfants. Salut. Allez, ciao. Ciao.